Salut Julien, merci de nous rejoindre sur ce podcast avec la vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube. C'est pas la première fois qu'on te reçoit sur ce format-là. On avait déjà eu l'occasion de parler un petit peu de DeFi, mais cette fois-ci, on se voit particulièrement pour parler de la V2 de StakeDAO. Donc, tu as ta casquette StakeDAO, pardon. Et on va parler aussi de la capture de valeur cross-chain. Juste histoire de remettre les bases pour ceux qui n'ont pas vu notre premier épisode, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter StakeDAO dans les grandes lignes? Alors, bien sûr. Merci encore, Valentin, pour me recevoir dans ton super podcast, Cryptos, que j'ai beaucoup aimé la première fois, Merci qui beaucoup. s'est super bien passé. Donc, moi, je m'appelle Julien Bouteloup. J'ai un background en computer science et j'ai monté plusieurs sociétés. Je suis parti assez tôt de France. J'ai fait les US et ensuite Londres. Je me spécialise dans tout ce qui est… mon background est plus computer science dans tout ce qui est machine learning, système distribué, avant la blockchain, donc en 2009-2008, avec un master. Maintenant, je me spécialise plutôt dans la blockchain, déjà depuis quelques années. Je suis tombé assez tôt dans le monde en premier avec Bitcoin dans les années 2011. 2010 et ensuite après Ethereum et maintenant en fait plus d'assets maintenant plus cross-chain avec un fonds d'investissement qui s'appelle Stack Capital, une plateforme un exchange décentralisé retail qui s'appelle StakeDAO, un fonds d'investissement dans tout ce qui est NFT mais plus quant, donc stratégie d'arbitrage, liquidité provider, flash loan, choses comme ça, avec Blackpool qui se spécialise dans le monde des NFT. Notamment, on a par exemple Mbappé sur Sora, et choses comme ça. Et aussi un système qui donne la voix aux personnes qui sont dans la DeFi, qui s'appelle Rect.News, qui fait de l'investigation très très poussée sur les différentes choses qui se passent dans la DeFi pour donner en fait une sorte de vision globale et aussi pour alerter certaines choses qui se passent dans la DeFi. Un jour, je te recevrai une troisième fois pour discuter un peu de ton emploi du temps et voir un peu comment tu gères tous ces projets-là. Ça doit être au Bah, cordeau. avec ma tête qui est pas très chouette à regarder. Mais c'est vrai que ça doit être assez speed, surtout que la DeFi, une minute dans la vraie vie, c'est 10 ans dans la DeFi, quoi, comme on dit. Donc, faut pas partir trop Ouais, longtemps en moi je dis vacances. souvent un jour dans la DeFi, c'est une année dans la finance traditionnelle, quoi. Voilà, donc il faut vachement rester à l'écoute. Et justement, on va parler donc de tout ça, c'est l'objectif du podcast, de StakeDAO et de toutes ces chaînes-là, parce que aujourd'hui, il y a les Layer 2 et les sidechains qui se mettent en place. On a fait un petit podcast avec Marc Dave il y a quelques jours justement sur cette thématique, les différences entre les différentes couches d'Ethereum. Quel regard, toi, tu portes sur toutes ces sidechains et tous ces Layer 2? Alors déjà sur Marc, je porte un très très chouette regard, hein. Il était quelqu'un de très très C'est bon à important suivre, de hein. le Pour ceux dire. qui ne le suivent pas, Marc est très chouette, techniquement parlant et aussi en termes de personnes que je connais beaucoup. Sur le monde de la blockchain, en fait moi j'ai écrit un white paper qui a à peu près 3 ans, 2017, 4 ans, où en fait déjà la vision même de Stack Capital, où on faisait déjà du staking as a service, donc on faisait déjà de la validation cross-chain, la validation sur toutes les chaînes. En fait, la vision de Stack Capital à l'époque, c'était d'aller faire du liquid staking et d'aller faire de l'arbitrage à l'intérieur de toutes ces chaînes. Alors actuellement, on voit en fait que maintenant, 2021, c'est vraiment en fait, si 2017 c'était les ICO, 2020 c'était le boom de la DeFi, 2021 c'est vraiment le moment des cross chains. C'est en fait ce qu'on appelle l'interpérabilité. Donc en fait un monde. Euh, donc en fait penser, même moi qui était ou qui suis encore en Ethereum maximaliste, penser qu'il y aura qu'une seule chaîne, c'est économiquement parlant ou même niveau business ou capitaliste, c'est impossible parce qu'en fait chacun veut essayer de créer sa propre valeur dans l'écosystème. Donc il y aura beaucoup plus de chaînes et chacune de ces chaînes-là pourront dialoguer entre eux. Et là on voit en fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a donc Ethereum qui est la chaîne principale où il y a beaucoup de market de capitalisation boursière et aussi énormément d'activités. Elle commence à être déjà depuis quelques années, mais elle est impactée par son succès. Donc en fait, énormément de transactions. Et en fait, chaque petite transaction sur la blockchain, sur Ethereum, coûte environ, par exemple, sur une transaction sur Uniswap ou sur Curve, va coûter dans les 45 dollars, dans les 40 dollars. Donc en fait, on voit très bien en fait que le mainstream, l'aspect retail sur une telle technologie, elle est très très limitée
donc seulement sur les gros poissons, les grosses whales, qui peuvent en fait avoir accès à des transferts qui, au vu de leur montant des transferts, leur coûtent pas beaucoup d'argent au niveau du gas cost, du gaz. Alors là maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouvelles blockchains qui sont soit des nouvelles blockchains layer 2 qui se plug, qui se connectent à Ethereum, soit en fait des autres blockchains qui eux en fait vont soit aller limiter ou restreindre la décentralisation. Donc je dirais par exemple Binance. Binance est une chaîne complètement centralisée et qui est un copier-coller de la chaîne Ethereum avec l'EVM, donc Ethereum Virtual Machine. Et en fait, elle, ce qu'elle propose, c'est que ils s'en fichent complètement de l'aspect blockchain décentralisation. C'est quelque chose de centralisé, mais qui permet d'avoir des transactions à minimum de coût. Donc voilà, on a une guerre à l'heure actuelle, une guerre qui se définit sur l'ensemble des différents protocoles qui veulent essayer de capturer au maximum des market share de Ethereum. Donc on va aller sur des blockchains qui, eux, vont être extrêmement rapides, donc un business beaucoup plus, par exemple moi qui est un peu quant, qui était mon background c'est quant, qui vont se définir en stratégie d'arbitrage ou en trading à haute fréquence. Donc là, je dirais plutôt sur une chaîne telle que Solana, une chaîne qui elle va faire l'interopérabilité, son business, son corps de métier, ça va être plutôt Cosmos, donc avec Tendermint, où là on va avoir des hubs qui vont construire chacun de leurs blockchains ou intégrer ou faire ce qu'on appelle des bridges pour pouvoir connecter. Après, on va avoir des chaînes qui elles vont essayer de faire un mix ou copier un peu le business model d'Ethereum, mais en ramenant des choses qui étaient plus du côté recherche d'Ethereum, qui ont mis 4-5 ans à monter, mais vu que ces blockchains sont complètement neuves, ils ont pu l'implémenter facilement de leur côté. Donc, je dirais par exemple des blockchains comme Polkadot, ou alors après, on a des blockchains qui se focalisent beaucoup plus sur des systèmes de vision blockchain et de monde de gouvernance décentralisé, comme par exemple Tezos, qui est beaucoup plus une blockchain de gouvernance, et après des assets tokenifiés. Donc là, on a une vraie guerre. Là, on voit très bien qu'il y a les L2 qui commencent à se connecter, qui commencent à être livrés sur le marché, et des autres blockchains qui, en fait, veulent absolument intégrer l'EVM de Ethereum pour pouvoir incentiviser les gens qui sont sur Ethereum à venir sur leur blockchain pour pouvoir payer pas de gaz. Voilà. Donc, il y a une vraie guerre économique à l'heure actuelle. Et justement, c'est vrai que quand on parle DeFi, c'est très associé encore aujourd'hui à Ethereum et à ses Layer 2, et on va rapidement y venir. Mais quelle est la place pour toi de la DeFi justement sur d'autres chaînes? Tu parlais de Tezos, il y a Avax aussi qui essaye d'accaparer des parts de marché comme ça. Est-ce que c'est des alternatives sérieuses ou est-ce que bon, voilà, c'est la mode et puis dans quelques années, il en restera qu'une et ça sera peut-être Ethereum? Je pense que ouais, c'est une bonne question. C'est-à-dire en fait que là, à l'heure actuelle, ce qui s'est passé, c'est que la recherche fondamentale, il faut savoir que normalement la recherche fondamentale dans la finance traditionnelle ou dans le monde de la recherche traditionnelle, a à peu près 40 ans. Donc une recherche, il faut savoir en fait que la scalabilité dans Ethereum, c'est pas juste en fait une bande de copains ou une bande de programmeurs ou de développeurs qui vont se dire ah bon on va réfléchir à la façon dont on va scaler cette blockchain. Il faut savoir en fait que c'est des maths fondamentaux. Donc en fait c'est des recherches qui ont des maths qui ont été créées ou même inventées même avant les années 80. En fait c'est des trucs en fait des recherches fondamentales qui maintenant on essaie de les appliquer. Par exemple quand je pense par exemple aux transactions privacy, la privacy des transactions avec privées permettent de scaler la blockchain. Donc, par exemple, je parle comme Zetnarks, des protocoles comme font en fait des layers 2 qui vont spécialiser dans des transactions anonymes. Et en fait, ça permet en fait d'aller inventer de la scalabilité ou d'aller faire venir de la scalabilité sur les différentes chaînes. On est passé par beaucoup de niveaux. On est passé par des sidechains. Par exemple, je vais penser à des protocoles comme Raiden, des protocoles qui ont maintenant complètement disparu parce que la technologie entre-temps elle a évolué, la recherche elle a évolué, mais intégrer ces différentes recherches ça prend énormément de temps parce qu'en fait c'est de la recherche mathématique fondamentale et aussi la théorie des jeux qu'on est en train de monter. Et c'est ça en fait la beauté de la DeFi et de la blockchain, c'est qu'en fait il y a un mix entre la recherche fondamentale et la théorie des jeux. Donc en fait on rentre dans la psychologie des gens, dans les mathématiques et dans comment le marché économique fonctionne en fonction des guerres économiques qu'il y a sur la blockchain à l'heure actuelle. Et donc là ce que je vois en fait à l'heure actuelle c'est que des nouvelles chaînes peuvent facilement intégrer des aspects de la recherche fondamentale dont Ethereum a mis donc, depuis les années 2014, donc on est presque 6 ans, 5 ans. Quand vous regardez sur ethresearch.ch, là vous avez l'ensemble de la recherche qui est en train de construire. Donc il y a beaucoup de chaînes qui sont des sidechains ou des nouvelles chaînes qui eux vont reprendre la recherche qui est faite et l'intégrer directement dans le protocole. Pourquoi? Parce que Ethereum, on voit que ça a mis à peu près 3-4 ans à bouger sur du proof of stake. Pourquoi?
La technologie était là. Mais en fait, quand vous voulez bouger 200 milliards d'assets under management, d'un market cap sur une nouvelle technologie, il faut s'assurer que tout va bien. On peut pas se permettre, par exemple, comme a fait Avalanche ou comme a fait Cosmos ou d'autres chaînes, d'être pendant un jour off. Parce que problème de validateur, problème de transaction, problème de certaines proof qui sont pas sur la chaîne. Il faut rappeler tous les validateurs, faut avoir une cohérence entre eux. C'est impossible. On parle vraiment, à l'heure actuelle, d'une économie de marché et des milliers, voire des millions d'entreprises qui se sont construites sur Ethereum. Donc, à bouger, il faut s'assurer, en fait, que ce soit complètement secure, safe, et que, voilà, qu'on peut intégrer la technologie. Donc là, il y a beaucoup de façons, et c'est ce qu'en fait disait Vitalik. La seule façon pour aller scaler Ethereum, ça va pas être en fait de changer le cœur même du protocole, mais d'aller monter des projets par-dessus qui vont pouvoir aller respecter ou fournir un use case spécifique à un projet. Vous voulez, je sais pas, par exemple, vous avez Uber, Blablacar, une pépite à la française. Elle, Blablacar n'a pas forcément besoin d'avoir des transactions hyper rapides. Mais par contre, aurait besoin de scaler, je sais pas, par exemple, au niveau privacy, pour savoir que les gens sont pas connectés entre eux. Donc en fait, chaque use case, par exemple, un Twitter n'a pas forcément besoin je sais pas, par exemple, de privacy, mais par exemple, beaucoup plus de scalabilité, parce que vous envoyez énormément de tweets. Donc, en fait, c'est chaque use case, chaque niveau de blockchain, vous allez avoir du rollups, ZK rollups, donc avec, comme des projets, vous pouvez avoir du Zscaling, du Starkware, Optimism rollups, tous ces différents projets ils vont avoir choisi une architecture qui va leur permettre d'être soit très très rapide, soit d'être très très private. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des systèmes comme Tornado qui vont aller faire du ZK Snark, choses comme ça. Ça, c'est ça qui est super intéressant. En fait, c'est une DeFi de Lego qui va aller s'intégrer dessus. Et donc, à savoir si les autres blockchains vont pouvoir subsister dans un avenir proche, ça va dépendre en fait de combien de personnes ils arrivent à ramener et à capturer sur leur blockchain. On voit vraiment un acteur qui est très très bon niveau marketing et business, c'est CZ de Binance. Lui, en fait, est parti d'un business complètement centralisé, donc la Binance Chain, a été copié, vraiment brutalement été copié l'IVM de Ethereum, l'a tourné dans une nouvelle chaîne Binance qui est complètement centralisée. Il faut savoir que la façon de penser occidentale à l'européenne ou à l'américaine est complètement différente de la façon de penser du monde asiatique. Dans les mondes asiatiques, eux, ce qu'ils veulent, c'est rapidité et profit. Et nous, en Europe, on est encore basé sur GDPR, donc privacy. Faut vraiment faire attention aux données comment ils sont échangées. Ce qui permet en fait de lui, CZ, d'aller capturer des parts de marché extrêmement importantes sur la blockchain Ethereum. Et de plus en plus, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va commencer à décentraliser l'architecture qu'il a montée avec Binance, soit en investissant dans plusieurs projets L2, L1, soit en fait en montant son propre exchange décentralisé comme la Binance Chain, et au fur et à mesure décentraliser les différentes pièces. C'est pas dans une optique de vision de blockchain qui est votre portefeuille, votre monnaie, où elle laisse dire la blockchain c'est super, c'est que pour lui en fait ça lui permet d'économiser énormément d'argent et de faire encore plus d'argent. Pourquoi? Parce que en faisant tourner la Binance Chain, il n'a pas besoin d'aller s'amuser, aller faire tourner son stack, donc avec du DevOps, Amazon, Google Cloud, IBM, choses comme ça. C'est gratuit. Et toutes les personnes qui font des transactions, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces fees-là vont dans la poche de CZ et un petit peu dans le BNB token. Et donc pour lui, c'est l'Eldorado en fait. Et c'est super intéressant ce que tu dis là. Et si on devait synthétiser ça, en fait, pour faire de la DeFi, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je vais lancer, toi, tu veux lancer ta chaîne demain, moi, je vais lancer la mienne, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il faut en fait? Il faut des incentives pour faire venir des gens, il faut de la liquidité, il faut des bons smart contracts. C'est quoi la base pour faire de la DeFi en fait? Je pense que c'est qu'est-ce qu'on veut faire quand on dit on veut faire de la DeFi? Est-ce qu'on est une personne intrinsèquement parlant qui a des valeurs, qui a certaines valeurs, qui veut en fait qu'ils soient reproduites dans son produit? Si par exemple c'est une valeur vraiment de vision Eldorado du monde de la blockchain qui est dans un monde décentralisé, enlever le tiers de confiance, redonner le contrôle et le pouvoir et l'accès aux personnes directement et qui deviennent leur propre entreprise. Ça, en fait, c'est relativement complexe d'aller capturer des gens puisqu'en fait, vous allez vous baser plus sur la technologie, la vision. Si vous voulez vraiment construire un projet DeFi et aller capturer des parts de marché très, très rapidement, forcément, il faut de l'incentivisation. Par exemple, Binance, ce qu'a fait Binance, c'est qu'ils ont pris PancakeSwap.
Swap, je crois, PancakeSwap, où là, ils incentivent, ils ont des pools de liquidité. Comment SushiSwap a réussi à capturer ou à devenir aussi gros que Uniswap? C'est en forquant le projet et en créant un token qui permet de faire du yield farming. Et donc, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est une vraie compétition. C'est la DeFi, c'est pas un jeu, en fait. Les gens pensent que c'est un jeu, on s'amuse comme ça. Il faut savoir que les gens qui construisent des projets dans la DeFi, même sur Twitter, ils disent que tout le monde est gentil, que c'est un monde que tout le monde qui sont là pour l'avenir et la vision du projet. Il faut savoir en fait que derrière, c'est des énormes guerres économiques, c'est des énormes pressions économiques et aussi des énormes coups bas en fait. Donc pour créer sa propre chaîne, il faut incentiviser les gens à venir à l'heure actuelle, malheureusement, ou alors trouver un projet qui rapporte. En fait, la meilleure façon d'aller faire en sorte que le projet soit utilisé, c'est de trouver de l'utilité. Si vraiment votre projet, par exemple, vous avez Curve Finance. Curve Finance, à l'heure actuelle, la raison pour laquelle Curve Finance est utilisé énormément, c'est pas pour leur incentivisation. Parce qu'il faut savoir que Curve Finance, le modèle économique, est basé sur la distribution, l'inflation du protocole, sur pareil que Bitcoin. À l'heure actuelle, on distribue sur Curve Finance 2 millions de Curve. Curve trade à peu près à 3 $. On dilue le protocole de 6 millions de dollars par jour. Les gens pourraient dire, bah, et ce qui s'est passé au début, ils n'avaient pas compris la vision. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le token a chuté. Pourquoi là, ils montent le protocole? C'est qu'en fait, ils se rendent compte de l'utilité. Quand vous êtes capable sur un protocole, c'est impossible dans la finance traditionnelle de faire une chose pareille, de transférer 100 millions de dollars d'un asset à l'autre sans créer de seepage et en payant pratiquement rien en fees. Si vous payez 100 $ de fees, 200 $ de fees, comparé à 100 millions de dollars de swap, il faut savoir que dans la finance traditionnelle, ce qu'on appelle des MCP, multicollateral party, ça prendrait des mois d'aller signer entre deux banques pour aller vérifier que les fonds sont bien d'un côté, que l'autre banque, AML, KYC, des avocats, des lawyers, pour juste transférer 10 millions de dollars entre deux parties. Là, on peut transférer 50 millions de dollars, 100 millions, dépendamment de la dette virtuelle de Synthetix, en passant par cœur. C'est une beauté technologique et qui permet en fait d'accéder à des moyens incroyables. En fait, on peut transférer dans le monde entier des sommes astronomiques sans aller créer un slippage sur le marché. Et ce qui fait quoi? C'est qu'en fait, on devient meilleur qu'un échange centralisé. En instantané, ça prend moins de 10 minutes d'aller transférer 100 millions de dollars sans créer de slippage, sans créer de cost. Et donc ça, en fait, l'utilité du protocole, elle est là. Et c'est pour ça qu'en fait, Curve, à l'heure actuelle, est extrêmement utilisé, parce qu'en fait, il y a une utilité derrière, une grosse utilité. C'est un peu la raison comme Uniswap, la raison comme d'autres protocoles. Donc, si on veut construire vraiment un protocole DeFi et contrôler le marché, il faut déjà se dire, voilà, comment mon protocole va faire en sorte que j'ai pas forcément besoin d'aller le marketer. Je vais arriver à prendre des énormes parts de marché parce qu'en fait, des gens vont trouver que c'est sans ce projet-là, ils peuvent pas l'utiliser. Et ensuite, après, vous pouvez incentiviser pour faire en sorte que vous ramenez encore beaucoup plus de croissance. Parce que si votre protocole de gouvernance est en fait basé sur les fees que prend le protocole et après redistribué au token holder, au token à la gouvernance, alors là, oui, il faut pousser la TVL. Il faut pousser là, par exemple, sur Curve, il y a à peu près 6 milliards d'assets de blocs, entre 500 millions et il y a 3 jours, il y a eu 1 milliard de volume en un jour. C'est exactement la même chose sur StakeDAO. C'est DAO qui permet un exchange qui aussi intègre par-dessus, qui s'est monté par-dessus Curve, qui aussi incentivise les gens à faire venir la liquidité, qui redistribue l'ensemble des profits aux personnes qui ont staké le gouvernance token dans le protocole. Et justement, cette V2, on va en parler maintenant, parce que pour prendre et poursuivre avec l'exemple de Curve, Curve est sur Phantom, Curve est récemment sur Polygon, Curve est sur Ethereum Layer 1. Il y a des incentives un peu partout. Et avec toutes ces nouvelles chaînes, c'est compliqué pour moi, utilisateur, qui veut avant tout faire du profit grâce aux incentives ou au yield farming, de savoir où se positionner. Et c'est là où, en partie, vous intervenez avec StakeDAO, surtout avec la V2, où on peut déléguer nos fonds, on peut les déposer et avec des stratégies que vous avez développées avec l'équipe de StakeDAO, vous allez les positionner plutôt ici, plutôt là et les changer en fonction. C'est ça la nouveauté de la Exactement. V2. En fait, dans la nouveauté de la V2, c'est nous ce qu'on veut, c'est construire un échange décentralisé. Donc en fait, aller prendre des parts de marché d'un Binance, d'un Bitfinex, d'un Kraken, d'un FTX. Et pour faire ça, il faut s'assurer
que l'expérience utilisateur et l'expérience interface soient la même qu'un échange centralisé. C'est-à-dire que quand vous connaissez un échange centralisé, vous n'avez pas besoin de savoir est-ce que j'ai besoin de MetaMask, quelle est la clé, quel est le gaz, choses comme ça. Donc nous, en fait, on fait une abstraction au possible. Donc, c'est pour ça que ça nous a pris 3 mois à pouvoir faire une plateforme. La plateforme d'avant, vous avez juste à mettre v1.stakedao, vous verrez aussi qu'elle était super. Moi, je la trouve incroyable. Mais la V2, elle permet encore d'aller beaucoup plus loin. C'est qu'en fait, vous pouvez investir dans des stratégies de DeFi où là, derrière, c'est du code sur des smart contracts. Et la raison pour laquelle ça va pas être cher, c'est que nous, en fait, on fait tout pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que vous allez investir dans un Curve, dans un AV, vous allez mettre $1,000, il faut savoir que là, vous allez payer peut-être 50, $100 pour, en fees, en frais, sur la blockchain. Or, que si vous déposez dans un pot, nous, on attend que ce pot grossisse. Donc, il atteigne 1 million, 2 millions. Par jour, on peut atteindre 5 millions de dollars, par exemple. On prend tous ces fonds-là et on les dépose pour vous et on les fait travailler. Ce qui fait qu'en fait, ces 5 millions de dollars, si avant, pour $1,000, vous payez $100 de frais, là, vous payerez toujours la même chose. Le pot, il est à 5 millions de dollars. En fait, ça se voit pas du tout. C'est qu'en fait, on permet d'aller avec des énormes moyens, d'aller investir pour vous placer les fonds sur la DeFi sans que vous ayez rien à faire. On vous fait travailler au maximum. Et derrière, on fait des systèmes de boost. Donc, par exemple, on a la stratégie perpétuelle qui permet en fait d'aller maximiser les différentes stratégies qu'on a à l'heure actuelle. Et maintenant, on va créer des nouveaux produits. Donc, par exemple, on va introduire tout ce qui est options, futures, pour pouvoir vous leverage, pour pouvoir vous hedger sur la finance, mais sans que vous ayez la connaissance ou la base technique de pouvoir le faire. C'est qu'en fait, on va construire des stratégies qui vont le faire automatiquement pour vous. On va maximiser votre emprunt sur des fonds de stratégie en contrôlant les bots de liquidation, parce que de flash loan, liquidation, market maker, arbitrage, tous ces produits-là qui sont des produits de quant, qui à la base demandent souvent les gens qui avaient accès à ces produits de quant, c'était des hedge funds, des family office, des grosses boîtes, Boursorama, BNP, Société Générale, qui en fait prennent l'argent, l'investissent sur les marchés financiers, demandent à des hedge funds de faire travailler ce capital, et vous derrière, vous redistribuez zéro. Vous distribuez 10 fois moins que l'inflation qui est en France, qui est sûrement aux alentours de 1,5%. Vous distribuez 0,01% et vous disent super, on est désolé, au lieu de passer à 0,03% d'intérêt, on va passer à 0,01 parce que les temps sont durs. Et donc, nous ici, ce qu'on fait, on fait exactement les stratégies financières qui étaient utilisées dans le monde de la finance traditionnelle, sauf qu'on les emploie dans la finance décentralisée et on vous les donne. Et on vous redistribue 100% des profits. 15% des performances sont repris, mais ne sont pas redistribués dans nos poches. Ils sont redistribués à ceux qui ont le token, à ceux qui ont staké dans les gouvernances. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un système qui ne peut pas s'arrêter et qui a tout intérêt à ce que on ramène beaucoup plus d'équité. C'est qu'en fait, l'ensemble des profits sont redistribués aux utilisateurs. Donc, vous continuez. C'est en fait, en étant utilisateur, vous recevez le token gouvernance. En plaçant ce token de gouvernance dans ce qu'on appelle nos sanctuaires, vous recevez les rewards de l'ensemble des protocoles qu'on supporte sur la plateforme. Donc, on a des stratégies. On va construire une nouvelle stratégie. On va introduire un order book. On a déjà introduit le meilleur swap possible de l'écosystème. Vous pouvez swapper des assets comme si c'était sur un exchange. On vous donne le meilleur taux. À l'heure actuelle, c'est que les frais de transaction sont un peu chers. Donc là, on a déjà fait sur Binance. On va release aujourd'hui, je crois, Matic. On va release différentes blockchains. On a déjà aussi intégré au moins une dizaine de blockchains, Cosmos, Polkadot, Solana. On va construire différents bridges entre ces différentes blockchains. Et ensuite, nous, derrière, on va faire de l'arbitrage. Donc, en fait, ça va permettre de rapporter énormément de profits pour la DAO et de donner énormément de produits comme une expérience de la finance centralisée, mais dans le monde de la finance décentralisée. En fait, avec StakeDAO, demain, tout ce qui est interaction directe avec Curve ou avec d'autres protocoles natifs, comme ça, entre guillemets, l'utilisateur n'aura même pas besoin d'y aller. C'est vous qui ferez cet exercice-là. Exactement. Mais exactement. Il faut savoir que, par exemple, un AV alors je branche mon câble parce que j'ai un petit problème de batterie. Il faut savoir que la vision première d'un Curve ou d'un AV, par exemple, est d'être protocole. C'est en fait d'avoir l'ensemble des boîtes dans le monde ou des produits ou des projets qui vont utiliser, ils peuvent très bien utiliser les contrats directs de Curve ou de AV, des choses comme ça. Et le mieux, c'est que par exemple, s'il y a un SDK ou un API, ils utilisent
Et donc, en fait, AV, Curve travaille dans la couche bas niveau. En Curve, nous, ce qu'on veut, le vision, c'est de capturer un énorme pourcentage du FX. Le FX trade à 6 trilliards par jour. Si aujourd'hui, on peut arriver à capturer un petit pourcentage de ça, c'est énorme avec une technologie qui est révolutionnaire. C'est quoi le C'est FX? pas, donc le FX, c'est c'est la place financière où vous avez en fait des transferts au niveau des monnaies nationales. Donc, par exemple, si vous voulez transférer du dollar vers de l'euro vers du yen, en fait, il faut savoir que dans le monde entier, c'est le plus gros flux en fait. C'est qu'en fait, c'est des énormes nations, des hedge funds, des banques qui elles veulent soit se collatéraliser, soit se hedger, soit investir, soit avoir accès à différents produits, soit aussi acheter de la dette nationale et sont obligés d'aller trader des monnaies. Par exemple, si votre monnaie est en dévaluation par rapport au dollar, vous avez tout intérêt à acheter du dollar. Donc, ce que font en fait les banques nationales, ils vont se hedger, s'exposer à certains assets sur les marchés financiers. Et ça, en fait, on parle aujourd'hui en termes de volume, on parle à 6 trillions. Ce qui est énorme, Après, il y a d'autres produits qui sont encore plus gros, des produits comme des produits dérivés, des choses comme ça, où là, on tape vraiment dans des gros marchés. Mais nous, à l'heure actuelle, vu qu'en fait, Curve permet en fait de trader entre stablecoins. Stablecoins, c'est ce qu'on appelle des coins stables entre elles. Donc, ça peut être soit de la monnaie, soit ça peut être très bien. Par exemple, vous avez un stake DAO, le price, il est mis sur parce que le XSDT, il est staké dans AV. Et d'un seul coup, on a aussi la même chose qui est staké dans Compound. Là, vous avez deux assets différents, mais ils sont stables entre eux. Ils varient juste un petit peu. Là, vous avez un arbitrage. Et donc là, ça peut être une pool qui peut être créée sur Curve, par exemple. Donc ouais, ça sera dans l'ombre et vous mettrez tout ça en connexion avec des particuliers. Exactement, parce que le but en fait, c'est de faire avoir une application mobile, avoir un endroit hyper simple, un peu le Robinhood où sauf que nous on n'arrête pas les assets, hein, si vous voulez trader, nous on vous arrête pas. Un peu le Boursorama, le Revolut, un peu le Revolut de la finance décentralisée de 2021. Un peu l'application simple qui permet à tout à chacun, en fonction de son background, en fonction de l'éducation qu'il a suivie ou en fonction de son interaction dans le monde de la DeFi, de pouvoir avoir accès à des produits financiers qui ne soient pas régis par la finance traditionnelle et donc donner la chance à tout à chacun. Donc après, là, ce qu'on a fait, c'est que on donne accès à l'ensemble des protocoles de staking. Vous allez aussi pouvoir échanger entre protocoles, staker dans ces protocoles-là, prendre le liquide asset en stakant, investir dans un autre projet, vous leverage, c'est-à-dire prendre une position long, donc une grosse exposition sur le marché sur un certain asset. Mais tout ça, en fait, nous, si vous voulez, vous pouvez le faire directement via la plateforme, via notre order book qu'on est en train de release, ou alors vous investissez dans une stratégie qui va faire ça pour vous, en fait. Donc, en fait, vous allez avoir, comme là, on est en train de release un index token, on est en train de release, en fait, des packages qui vous permettent, en fait, d'avoir une exposition à la DeFi tout en n'ayant rien à faire. Voilà. Et c'est le but, en fait. Avant de poursuivre sur deux, trois autres points, là, effectivement, à chaque fois qu'on discute, de toute façon, j'ai mon esprit qui part et je me dis, voilà, effectivement, là, ça va être dingue ce qui nous attend. Toi, comment tu vois justement cette évolution, vu que tu as travaillé dans la finance traditionnelle, entre guillemets. Est-ce que quand tu codes tes nouveaux projets, tu te dis, voilà, là, on est en train de disrupter un truc de dingue, ou est-ce que tu te dis, voilà, quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu te dis, ça y est, on va pouvoir redonner au peuple ce qui était réservé jusque-là à une très faible partie de la population qui parfois l'utilisait pas à l'avantage du collectif? C'est quoi ton état d'esprit? Moi, je suis un peu dans mon entourage, je considère que je suis un petit peu fou dans le sens, moi, ça fait déjà une dizaine d'années que je dis à tout le monde que ça va changer. 10 ans plus tard, ça a bien changé, mais c'est pas non plus une révolution où le commun des mortels, la personne dans le retail, s'en rend compte. Il faut savoir en fait que la blockchain sera utilisée par 100% des gens quand celle-ci sera transparente. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, vous utilisez Internet sans savoir que derrière, c'est le protocole HTTP, c'est SMTP pour les emails. C'est en fait, voilà, vous n'avez pas connaissance de ça. Donc là, il y a une révolution industrielle qui est en train de se créer, comme la crise de 2009, la crise américaine des subprimes, qui a fait écrouler l'économie mondiale. Et nous, ça s'est répercuté de notre côté avec ce qu'on appelle une économie de partage. Donc en fait, des Blablacar, des Airbnb, des Leboncoin, tout ça en fait se sont créés parce que le milieu leur a permis, parce qu'en fait la crise financière était là. Mais est-ce que nous, de notre côté, on a eu connaissance que c'est des nouveaux
des nouveaux paradigmes de façon de penser, parce que les gens se sont adaptés au Bon Coin, se sont adaptés au Blablacar, se sont adaptés à Airbnb sans vraiment le savoir, sans vraiment révoluer, des choses comme ça. En fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est exactement la même chose. C'est une révolution industrielle, mais les acteurs qui sont les acteurs de la finance centralisée, des finances traditionnelles, eux vont toujours arriver à rebondir. Ils ont des énormes capitaux. Il faut savoir qu'un Goldman Sachs ou un Morgan Stanley, si du jour au lendemain, ils ont envie de tuer les intérêts de la DeFi, ils peuvent très bien investir 1 trilliard. Ça leur pose aucun problème sur les différents protocoles. Là, vous allez retrouver avec des intérêts qui vont complètement tomber. Ce que je dis, en fait, c'est que oui, le changement est irrévocable. C'est qu'en fait, il arrive, la disruption, elle arrive. Après, c'est pas parce qu'en fait, la vision de la blockchain, qui a une vision idyllique, hein, en fait, c'est-à-dire en fait que le retour du contrôle, de la maîtrise et de l'accès à tout à chacun, c'est pas pour ça en fait qu'on va rentrer dans un monde complètement idyllique et Eldorado. C'est en fait que beaucoup d'acteurs à l'heure actuelle ont le contrôle ou qui vont monter ces projets vont devenir les prochains leaders de la prochaine vague de la finance qui deviendra la DeFi sera maintenant la nouvelle finance traditionnelle dans 10 ou 20 ans. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que faut savoir en fait qu'on est là à l'heure actuelle, dans les années 80-90, quand quelqu'un essaie de dire, écoutez, il y a Internet qui arrive, on va monter des projets sur Internet. Et les gens sont là, mais à quoi ça va servir Internet? On n'a pas du tout la connaissance. Et donc des projets comme eux qui avaient compris l'intérêt, des projets comme Yahoo, comme Google, comme Facebook, comme PayPal, qui eux en fait ont compris l'intérêt d'Internet, se sont construits. Là, il faut savoir que c'est exactement la même chose. Des projets comme Curve, StakeDAO, Blackpool, SushiSwap, Uniswap, Paraswap, tous les différents projets protocolaires qui sont basés protocole ou même des DApp, vont devenir les prochains conglomérats, les prochains énormes sociétés du monde de demain. C'est sûr et certain. Quand vous avez à l'heure actuelle sur Curve 1 milliard de volume en un jour et 6 milliards d'assets under management, vous placez, je sais pas, vous faites beaucoup plus de volume que, je pense, les top banques en France. Vous vous rendez compte? Tu te rends compte, c'est incroyable. C'est des montants colossaux. C'est des façons, des technologies qui étaient inaccessibles auparavant, qui permettent, avec une petite équipe de 5 personnes, de faire 1 milliard de volume en un jour. Même un hedge fund ne le fait pas. T'as pas peur de la régulation, justement, qui pourrait venir freiner tout ça? En fait, la régulation, comment ça se passe, en fait? C'est que, à l'heure actuelle, malheureusement, je crois que je l'avais dit hier dans le chat, c'est que, par exemple, on entendait il y a quelques années, je crois que c'était il y a 3-4 ans, Bruno Le Maire qui dit la France a loupé un peu à la De Gaulle, a loupé la transition numérique dans les années 2000, mais rassurez-vous, ne fera jamais la transition de la blockchain et de l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est très en retard en Europe. Comment ça s'appelle? Christine Lagarde. Dans 4 ans, l'Europe aura sa propre monnaie digitale, l'euro digital. Le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, la Chine, avec une puissance d'exécution phénoménale, pourquoi? Parce que sur le triangle de sécurité, décentralisation, vitesse, eux, sécurité, n'ont rien à faire. Genre, privacy n'ont rien à faire. Et ça leur permet, en fait, d'aller extrêmement vite pour aller faire des adaptations ou aller pousser vers l'innovation. Là, on voit par exemple à Shenzhen, qui est quand même l'endroit au monde où tous les produits sont made in China, où il y a des millions de personnes, ils ont testé pendant quelques mois, là, apparemment, le CNY digital. C'est en fait, les gens, sur leur téléphone, reçoivent du cash, un peu la Tinder, et peuvent payer avec cette monnaie. Ce qui va se passer, en fait, c'est que, une fois que les gens, en fait, quand vous allez taper dans un marché à 1,5 milliard de personnes, ou une des plus grosses capitalisations boursières, le PIB chinois, cet argent-là qui va être sur les marchés, vous croyez vraiment que les gens vont continuer à aller sur l'euro ou aller sur le dollar si vous savez en fait que vous avez cette économie qui monte et que tout le monde peut avoir accès de son côté? Par exemple, nous, on peut vraiment avoir accès. Pourquoi les scolariser dans la DeFi en dollars quand vous payez un 20% de disque, un 20% de premium? Parce qu'il faut savoir que le dollar par rapport à l'euro, sur la dernière année, 2 dernières années, il a perdu 20%. C'est qu'en fait, dans la DeFi, si vous avez investi, vous n'avez pas fait 20%, vous avez perdu de l'argent. Vous êtes en dollars. Quand vous avez une économie qui va pousser comme ça, forcément la régulation en Europe et les États-Unis vont devoir aller créer des nouveaux produits. Ils vont pas pouvoir constamment en fait aller réguler une économie quand vous voyez que votre voisin en fait de l'autre côté en fait prend des énormes parts de marché. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va falloir qu'on soit très très rapide en Europe pour les développer, surtout
la monnaie de l'euro, mais pouvoir aussi l'envoyer sur les marchés financiers. À l'heure actuelle, on se rend compte, là, je ne sais pas s'ils ont connaissance de ça à l'Europe ou à Bercy, mais on se rend compte en fait que, encore une fois, les Américains ont réussi leur coup. C'est-à-dire en fait, ils ont réussi à distribuer, encore une fois, le dollar dans le monde entier grâce à la blockchain. Pourquoi? Encore mieux maintenant, grâce à la blockchain, le dollar est distribué chez l'ensemble. Avant la blockchain, avant la DeFi, est-ce que nous, on avait accès au dollar? Je pense pas. Là, maintenant, il est distribué dans l'ensemble des mains. Ce qui se passe, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, avec la planche à billets, ont imprimé, je crois, 3 trilliards. 3 trilliards, ils ont imprimé pendant la crise du Covid. Et ces 3 trilliards-là, ils se retrouvent où? Dans nos poches. Et ça, c'est fabuleux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, et nous, on est là tous en train de la consommer. Donc, il faut aller vraiment, 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 urgemment, aller vraiment créer notre propre monnaie, la distribuer sur les marchés, investir, se collatériser, monter des produits par-dessus. Et donc, la seule façon de faire ça, c'est d'aller sur des stablecoins. Et c'est pour ça qu'en fait, Curve, la vision, c'est comme le jeu risque. Là, il est dit que le marché financier, dans quelques années, de la blockchain, donc du marché capitalisation de la blockchain, sera 60 à 80% en stablecoin. Pourquoi? Imaginez quand vous avez un pays comme la Chine, les États-Unis, l'Europe, qui tokenisent leur monnaie et qui les amènent sur la DeFi, on parle de trilliards, trilliards. Ça va être gigantesque. Ouais, c'est assez dingue justement d'avoir cette compréhension-là. Est-ce que, tu en parlais justement tout à l'heure, est-ce que les gens se rendent compte de cette puissance-là, que ce soit à Bercy, tu disais, ou dans la rue, parce que justement, vous, avec StakeDAO, vous permettez avec une carte bancaire de faire un premier onboarding, d'accompagner un utilisateur lambda qui n'y connaît rien à la DeFi dans ses premières stratégies. Quelle est la part de clients qui ne connaissent rien et qui passent par carte bancaire justement dans StakeDAO? Bah, là, StakeDAO, la progression économique, elle est fulgurante, hein. C'est pas parce que je suis aussi dans les contributeurs et choses comme ça, mais on a à peu près 10 000 clients, un peu moins de 10 000 clients par personnes qui n'ont aucune connaissance de la DeFi au préalable, donc qui n'utilisent pas de MetaMask, qui n'utilisent pas de Web3 Wallet, Web3 Wallet, qui utilisent juste les emails et qui ont acheté de la crypto via Rump Network. Donc là, si vous rajoutez les utilisateurs qui, eux, connaissent quelque chose, on est sûrement dans les x5, x6, donc sûrement les 60 000 clients sur la plateforme. Et donc, le but, en fait, c'est d'aller sur 1 million d'utilisateurs, même 1 million d'utilisateurs qui vraiment font des transferts d'argent, qui vont vraiment investir dans les stratégies avant l'été. Et là, on a plusieurs façons de le faire, mais toujours, en fait, dans une approche utilitaire. Donc, aller vraiment pas faire du marketing pour le marketing, mais vraiment aller mettre des produits qui vont donner sens aux utilisateurs de pouvoir investir. Je pense que après, moi, j'ai pas envie d'attirer les foudres du monde de la politique ou des décisions diplomatiques ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment, vraiment un besoin d'une task force, un peu comme Trump le disait pour la conquête de l'espace, mais vraiment sur les raisons, sur les questions économiques et des nations et des pays et du rôle à jouer dans l'Europe. C'est pas de dire en fait que euh, euh, oui des nouvelles personnes dans la finance décentralisée ou des nouveaux acteurs parce que ils n'étaient pas dans la finance traditionnelle, parce qu'ils n'ont pas un background qui sort de ENS ou des écoles où ils sont pas hiérarques, qui n'ont pas connaissance des enjeux ou des différentes façons d'aller construire une monnaie ou d'interagir diplomatiquement parlant entre différents pays sur la question financière. À l'heure actuelle, si vous regardez par exemple MakerDAO, qui a été construit par des gens qui avaient aucune responsabilité diplomatique ou gouvernementale, qui ont réussi à recréer une banque centrale. C'est vraiment, mais cette banque centrale, elle est mathématiquement recréée par des systèmes économiques, cryptonomiques et mathématiques et de la recherche fondamentale. Et c'est ça la beauté. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont recréé un système. Et donc, en fait, c'est un peu comme après la crise des subprimes, avec cette crise, avec ce mouvement de la finance, de l'économie de partage, qui a recréé des nouveaux business models dont les personnes qui étaient dedans disaient que c'était impossible. Quel était le plus gros lobby parmi l'assurance qui a été complètement révolutionné? C'était le lobby de l'hôtellerie. Bim. Airbnb. Un deuxième gros lobby qui disait que c'était impossible parce que la mafia était trop grosse, parce que c'était un marché qui était comme ça depuis des années et des années. C'est le marché des taxis. Bam, Uber. Maintenant, le marché de la monnaie, le concept de se dire,
j'ai une monnaie, forcément cette monnaie, elle est régie par une banque parce que ça a toujours été comme ça et parce que c'est les banques centrales qui impriment l'argent et parce que c'est les banques centrales qui permettent de contrôler les États parce que via leur impression d'argent, celle-ci, elle est révolue. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait un système régulatoire régulé qui le fasse? Oui, c'est obligatoire, sinon il y a des acteurs qui font n'importe quoi. Mais la façon, l'ancienne façon, c'est un peu, il faut prendre en fait l'argent comme un bien commun. C'est un bien, c'est quelque chose en fait qui est utilisé par n'importe qui et qui est utilisé quand il le veut. Si vous achetez, à chaque fois je donne toujours cet exemple, mais je le trouve assez sympa. Si vous achetez un vélo dans un magasin de vélo, vous l'achetez, vous le ramenez chez vous. Le matin, quand vous allez au travail avec votre vélo, vous téléphonez pas au magasin de vélo pour savoir si vous pouvez l'utiliser. Bah, c'est la même chose. L'argent est un bien. L'argent n'est pas censé être un tiers de confiance. Ou maintenant quoi. Avant, oui. Euh, euh, et l'argent, elle est passé par n'importe quel stade. Il faut savoir que l'argent, le concept en fait de payer avec un asset qui ne bouge pas en valeur est très très ancien. Par exemple, les tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'est-ce qu'ils faisaient pour créer cet aspect en fait de scarcity, de cet aspect en fait de pouvoir payer quelque chose et quelque chose qui n'existe pas ou qui est très très rare. Par exemple, ils trouvaient l'endroit dans l'océan où en fait à 30 mètres de profondeur ou 30 mètres de profondeur, il y avait des coquillages, des coraux qui étaient extrêmement rares. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait une seule personne sur le village qui avait été entraînée à pouvoir plonger à une telle profondeur. Ce qui faisait qu'en fait le plongeur lui, il se garde un œil dessus. En fait, c'était souvent le maître du village qui devenait en fait le plus puissant parce qu'il n'y a que lui qui pouvait plonger. Et il se faisait des colliers de coraux. Et ces colliers-là, en fait, représentaient la valeur marchande et leur puissance d'achat sur le marché. Or là, les monnaies internationales, il n'y a plus aucune valeur. Surtout après la crise du pétrole, après la disparition de l'or qui peut faire en fait à baquer les réserves, l'argent. Là, pour l'instant, on imprime, mais à la volée. On ne sait même plus en fait quelle est l'inflation dans un pays par rapport à l'autre. Donc en fait, on va se baquer sur le dollar, notre capacité d'emprunt par rapport au dollar avec notre puissance euro. Or, le dollar, ils impriment 3 trilliards. On est là, bon, ça vaut quand même un peu d'argent. Hein. Bon, on va quand même l'acheter. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les pays dans le monde entier, ils achètent la dette américaine. Et nous, on y passe aussi parce que nous, on investit dans la DeFi. En fait, tout le monde est imbriqué. On ne sait plus du tout quelles sont les puissances, comment l'argent est géré. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas une question anarchique. C'est une question en fait qu'il faut repenser le modèle. Et je pense que la façon de repenser le modèle peut venir en fait des gens qui ont créé ou qui sont dans la recherche, qui sont dans ces créations de nouvelles économies, de nouveaux paradigmes. On met pas des gens à penser différemment quand les gens ont été entraînés à penser la même chose pendant 50 ou 100 ans. Et quand ils ont suivi un enseignement qui était enseigné par des gens qui pensaient la même chose pendant 60, 70 ans, par leurs ancêtres. C'est très, très difficile de penser ce qu'on appelle think outside the box. Quand vous êtes toujours éduqué dans cette boîte, vous avez suivi l'éducation, vous êtes aussi payé par cette boîte, vous n'allez pas vous amuser à la casser, la boîte. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Et je pense que si on veut vraiment aller de l'avant avec Bercy ou l'Europe, il faut vraiment qu'ils commencent à faire venir des gens qui sont du milieu, où il y a une révolution en fait du bas, de ceux qui montons les protocoles, chez AV, chez Compound, chez Uniswap, chez Curve, chez StakeDAO, où là on se dit voilà, c'est bon, on en a marre, il faut vraiment qu'on soit écouté parce que sinon, en Europe comme en France, on va être complètement dépassé en fait. C'est déjà actuel. Quand vous voyez que la Chine, je crois qu'ils mettent des milliards par mois dans l'innovation dans la blockchain. Je crois qu'ils investissent 2 milliards ou quelque chose d'un milliard par mois dans l'intelligence artificielle. Nous, en fait, on est en train de se dire, est-ce qu'on va investir 5 milliards sur les 5 prochaines années? Mais justement, ça veut dire que digitaliser les monnaies qu'on connaît aujourd'hui, ça suffit plus. C'est-à-dire on a un euro avec toutes les complexités ou le dollar avec toutes ses complexités et toute cette dilution. Là, le digitaliser, que ce soit sur les stablecoins ou directement avec une monnaie numérique de banque centrale, ça ne suffirait pas. C'est ma première question. Et la deuxième question qui est imbriquée là-dedans, c'est est-ce que du coup on parle de DeFi? C'est une question qui revient souvent. On parle souvent de DeFi, mais comme tout est arbitré entre guillemets par le dollar, est-ce qu'on est si decentralized que ça en fait? Ah ouais, c'est une très bonne question, quoi. Le problème, c'est que l'ensemble des produits qu'on a à la DeFi, ils sont par rapport au dollar. Donc après, il y a plusieurs entités à l'heure actuelle qui essaient de s'accélérer pour aller faire venir des autres stablecoins. Mais une fois qu'il y aura le stablecoin chinois, japonais, européen, là, ça va remettre la balance en route. Le problème, c'est que l'ensemble des produits qui sont construits à l'heure actuelle sont en dollars. Donc, il n'est pas vraiment décentralisé cette finance. Elle est plutôt finance américaine. Et nous, on monte dessus, quoi. On permet en fait, il faut savoir en fait que quand on pousse, les gens s'en rendent pas compte, mais quand on pousse en fait la finance décentralisée vers le haut et donc à loquer énormément de capitaux
et la majorité des capitaux qui sont loqués sont des stablecoins, en fait, on pousse l'économie américaine à aller loquer des dollars dans les comptes bancaires des plus grosses banques américaines et en fait ramener énormément de valeur sur le dollar. Et ça dévalue l'euro de l'autre côté, ça dévalue les autres monnaies de l'autre côté. Ça, en fait, on fait vraiment le dollar, l'Ethereum ne deviendra jamais une monnaie dans le sens d'une monnaie parce qu'elle est beaucoup trop, elle va apprécier en value. Ce qu'il faut, en fait, c'est créer soit des monnaies qui soient backées sur un système, un nouveau système algorithmique et avec aussi en réserve, par exemple, le Bitcoin, qui pourrait être utilisé comme une réserve comme l'ancienne réserve d'or, parce que elle va bouger en valeur, mais plus le marché capitalisation boursière va monter, plus elle est de plus en plus stable, parce que pour le bouger, il faut envoyer énormément de capitaux, il faut rentrer encore plus de personnes. Donc ça, c'est une différentes monnaies peuvent être utilisées pour construire une nouvelle monnaie. Après, moi, je suis convaincu qu'il faut quand même des monnaies nationales. C'est pas le but, parce que les monnaies nationales permettent en fait vu qu'il y a un capitalisme en cours, toujours en cours, et que c'est très très gros, et c'est ce qui permet en fait de créer l'innovation et permet en fait de faire des échanges mondiaux. Il faut garder les monnaies nationales, mais il faut trouver en fait un moyen de pouvoir correctement dimensionner et savoir l'ensemble des capitaux qui sont en place sur les marchés financiers. Là, à l'heure actuelle, si vous savez pas quand vous faites un produit exotique, vous faites des produits dérivés, vous allez faire des produits d'assurance, dans un produit d'assurance ou dans un pension fund, un package, vous allez mettre d'autres produits. Vous pouvez pas tracer parce que ces produits-là sont pas on-chain, donc toute la finance centralisée. C'est là en fait où ça crée vraiment un risque sur les marchés financiers. C'est qu'en fait vous vous retrouvez sur l'ensemble des fonds de pension français quand vous avez 20 à 30% du fonds de pension français qui est censé être extrêmement stable parce que vous n'avez pas joué avec ou le système de retraite ou le système de la sécu française. Quand vous retrouvez un bon paquet de ça qui est censé être stable et en fait derrière vous avez vraiment un pot pourri, exactement ce qui s'est passé en 2009. Là, vous créez l'incertitude sur les marchés. Et c'est là, en fait, où vous faites complètement balancer où vous créez, voilà, un énorme crash boursier, quoi. Et là, ça peut vraiment aller se ressentir énormément. C'est quand même assez incroyable que dans un monde Covid, ça fait déjà un an et demi, avec la Chine qui a commencé en premier, où vous arrivez à avoir le marché boursier, des capitalisations boursières qui a jamais été un tel niveau. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, une distribution de stimulus où ils distribuent 3 trilliards et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont investir sur le marché, ça fait pomper. Parce qu'il faut savoir, en fait, d'où vient cet argent au préalable. Cet argent ne vient de nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, cette bulle économique va casser. C'est obligé. Vous pouvez pas faire que de monter. Au bout d'un moment, vous retombez, quoi. C'est comme la DeFi. La DeFi, la majorité des fonds qui viennent à l'heure actuelle, c'est du fake, quoi. Parce que c'est des gens qui ont reçu des stimulus ou qui ont reçu de l'argent qui est en dollars, qui viennent la ramener. Mais à la base, l'inflation est tellement énorme qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc oui, on sait tracer maintenant, et c'est ce qu'on appelle en fait le problème, le dilemme de la blockchain sur la supply chain. C'est que je suis sûr sur l'ensemble de la chaîne que tout est correct parce que je sais tracer, mais est-ce que mon premier point d'entrée est vraiment priced, accurate et permet en fait de vraiment vérifier ce qu'on appelle les systèmes d'oracle. Or là, vous allez mettre un système d'oracle sur une monnaie, ça sert à rien, quoi. En fait, la BCE fait un peu son liquidity mining sur les marchés financiers quand elle fait ses… Ouais, mais la BCE, elle est bien, la BCE, mais comparée aux US, comparée à la Chine, on est tout petit. Donc là, on va imprimer des packages, on va imprimer de l'argent, mais on a tout intérêt à le faire. Parce que de l'autre côté, quand vous vous retrouvez à acheter de la dette américaine ou vous vous retrouvez sur les marchés financiers américains, eux le font. Donc le problème, en fait, c'est une course-poursuite. À qui est-ce qui va pas si celui qui ne le fait pas, il s'est bouffé, quoi. Donc au bout d'un moment, vu que c'est les Américains qui règlent la course et qui la mettent à leur propre sauce, si eux ils impriment énormément de capitaux, vous êtes obligé de suivre derrière. Si vous suivez pas, vous vous dévaluez. Donc c'est impossible. Vous n'avez pas c'est complètement se tirer une balle dans le pied. Donc oui, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des pays dans le monde entier, ils impriment de l'argent et ils la distribuent. Voilà, ça pose aucun problème. Mais c'est sûr que si vous dites à la BCE de pas faire ça, juste de l'autre côté tous les concurrents le font, c'est un peu pareil. Si une course, le Tour de France, tout le monde se met à doper, vous êtes le seul à pas vous doper, et vous voulez avoir le premier prix, voilà, accrochez-vous, quoi. Ça sert à rien. Voilà, Ouais. c'est ça en fait. C'est exactement ça. Il me reste une toute dernière question qui remettra un peu du côté technique. Quelle est la place aujourd'hui du coup des layer 1, de la première couche d'Ethereum avec tous ces layer 2 et toutes ces sidechains qui arrivent et demain, quelle sera la place des layer 2 dans un IS 2.0? Bah, les layer 1 vont devenir les gens ne l'utiliseront plus. Ce qui se passait en fait, c'est qu'ils vont devenir en fait la source de vérité de
des Layer 2 et des autres blockchains. Potentiellement, vous pouvez très bien avoir un Cosmos, un Tezos, un Polkadot ou un Avalanche qui en fait se back sur Ethereum State pour être sûr que s'il leur arrive un problème, eh ben eux ils sont safe. En fait, ça peut devenir en fait Ethereum vraiment le protocole de prédilection, un peu le HTTP de l'internet. Mais après, si d'autres projets veulent apporter leurs graines et se plugger dessus, ils le peuvent. Mais c'est vraiment, à l'heure actuelle, moi je vois vraiment Bitcoin comme une réserve d'argent parce que Bitcoin est pratiquement intransférable, ça coûte une fortune, c'est très très dur à transférer, il n'y a aucun outil, comme l'or, c'est comme l'or. L'or, vous la mettez dans un coffre-fort de banque, c'est très dur à transporter, ça coûte très cher, ça monte, c'est pratiquement très stable. Là, oui, on parle de montée de 50 000 à 60 000. C'est parce qu'en fait, la marché capitalisation boursière comparée à l'économie mondiale, quand vous avez des family office, des hedge funds, des banques, peuvent très bien arriver à manipuler encore le prix. On parle d'une capitalisation boursière de 1 trilliard, comme ça, oui, vous mettez 100 milliards, vous mettez 10 milliards, c'est possible par les marchés, c'est possible par les trucs. Quand vous allez atteindre 100 trilliards, 10 trilliards, là, pour aller bouger la capitalisation boursière d'un Bitcoin, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. Vous allez mettre un trilliard sur le marché. Je sais pas quelle économie va le faire, à part les États-Unis, s'ils vont s'amuser à imprimer. Mais ça, les gens crieront scandale. Donc là, c'est ça, en fait. Ça, c'est utilisé comme réserve d'argent, comme là, vous allez dire, écoutez, moi, la France, la BCE a 1 million de Bitcoin. Donc, ça nous permet d'emprunter à tel taux sur les marchés financiers. Voilà. Réserve d'or. Vous vous dites, voilà, bah, j'ai ça. Les gens vont dire, ah, vous avez ça, tout, c'est utile, c'est safe. Bam, on vous croit. Vous pouvez emprunter un taux. C'est exactement ce qu'a fait, en fait, quand la France, en fait, va dire, écoutez, tous ceux qui vont au travail avec leur vélo, on leur donne, je sais plus c'était combien le package, on donnait 1000 euros à chaque personne qui pouvait, ils pouvaient se racheter un vélo ou un vélo électrique en France. Les gens disaient, ah, c'est bien, c'est bien. Et pourtant, dedans, il y en a quand même, en fait, qui disent, oui, l'économie mondiale est très, très mauvaise, la Chine, c'est mauvais, les Américains, c'est mauvais. Mais qu'est-ce que fait la France quand elle vous donne un package de 1000 euros pour acheter un vélo? Elle va emprunter sur les marchés financiers. Et qui est-ce qui nous prête de l'argent? C'est les Chinois, c'est les Arabies Saoudites. Il faut savoir, en fait, que pendant cette crise financière, il y a énormément de dettes nationales et de biens nationaux qui ont été vendus ou qui ont été rachetés sans le savoir, parce qu'ils sont tradables sur les marchés financiers, par l'Arabie Saoudite, par la Chine. La Chine, je crois que pendant le Covid, elle n'a jamais autant racheté elle a jamais eu autant de capacité d'emprunt sur le marché américain. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque truc en fait qui se passe, il faut savoir en fait qu'il y a un autre truc derrière. Et donc notre capacité d'emprunt, notre capacité à rebondir, à rebondir sur les marchés financiers en Europe et en France, elle est basée sur notre capacité d'emprunt. Si derrière on arrive à prouver qu'on a une économie saine ou qu'on a des valeurs qui sont saines, donc par exemple comme dans le futur, je sais pas, par exemple, quel est le prix du Parc des Princes, quel est le prix, je ne sais rien, quel est le prix de notre faculté à créer des centrales nucléaires. Ça, c'est des systèmes qui nous permettent en fait de dire notre économie elle est saine, elle nous permet d'emprunter sur les marchés financiers, et potentiellement plus tard on pourra peut-être voir combien la banque française a de Bitcoin dans ses banques. Ah ok, elle en a 100 trilliards, 10 trilliards, 1 trilliard. Oh wow, incroyable. Excellent. Merci beaucoup, Julien. C'est parfois un peu complexe à suivre, hein, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager dans l'écosystème DeFi. Si c'était un peu difficile pour vous, je vous renvoie sur les tout premiers podcasts qu'on a fait, que ce soit avec Mark Zeller, comme on disait au début, ou direct avec Julien sur la chaîne de cryptost.fr. Et si jamais, dans tous les cas, vous avez des questions très précises, normalement, on a des articles qui devraient répondre à tout ça sur le site. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire vos retours dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux directement. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.